lourde tâche avec Robin Lalanne de vous présenter un début de cartographie des business models de l'open data, sachant que je pense que la partie sur la valeur était une très bonne intro, parce qu'on voit bien que tout ça est encore mouvant. Donc voilà, tout ça est à prendre comme du work in progress, c'est plutôt un début de discussion qu'une cartographie qu'on livrait de A à Z. On va se présenter quand même brièvement. Donc Chloé Bonnet, je suis cofondatrice de 5by5, qui est une agence d'innovation, et on s'intéresse beaucoup à ces questions d'open data, notamment sur les acteurs privés ou délégataires de services publics. Et Romain Lalanne, je suis en charge de l'open data au sein du groupe SNCF. Comme Simon, je m'exprime ce soir à titre personnel. À noter. Par contre, ce serait le bon ton que tu cites mon boss. D'accord. Parce que j'ai cité. Ok, ça marche. On y veillera. Donc on s'est posé la fameuse question de existe-t-il un modèle économique? Donc la première chose qu'on entend tout le temps, et ça nous arrive encore de l'entendre en 2014, dans beaucoup de réunions, c'est où sont les killer apps? Autrement dit, s'il n'y a pas de killer app, il n'y a pas de modèle, parce que du coup l'open data n'a pas tenu ses promesses, les promesses que nous-mêmes, je pense, nous étions imposées. Donc voilà, où sont-elles? Elles ne sont pas là, il n'y a pas de modèle, on peut refermer la boîte, le levier marketing est fini. On pense que bon, c'est pas un cadre de pensée très fertile et qu'on a besoin de dépasser ça aujourd'hui. Ça fait déjà longtemps qu'on a besoin, je pense que Simon, pour ne pas le citer, en parlait déjà en 2012. Ça fait longtemps qu'on a besoin de sortir de ce cadre-là. N'empêche que dans le secteur privé, quand on va voir des entreprises, c'est toujours les premières choses qu'on nous dit en départ de réunion, et que c'est très long à partir de là de désamorcer ces préconçus-là. En fait, quand on parle de la nécessité de passer d'un modèle très axé sur les applications, avec l'idée que les réutilisateurs, c'était essentiellement des citoyens ou des clients d'une entreprise, il y a l'idée qu'il faudrait passer d'un modèle B2C à un modèle B2B, où la vraie valeur de l'open data va résider dans des intermédiaires qui vont transformer la donnée, l'enrichir et commercialiser essentiellement un service autour de cette donnée, avec toute la logique de l'économie des plateformes propres au web aujourd'hui. Donc typiquement, on avait un ancien modèle avec des producteurs de données, ça peut être l'État, des collectivités territoriales, un collectif d'individus, OpenStreetMap par exemple, et des entreprises qui ouvrent des données et qui sont transformées par le modèle du développeur indépendant qui va resservir ces données dans des applications. Et puis on passe de plus en plus dans un modèle où, entre ces deux acteurs, il y a des intermédiaires qui vont enrichir les données, apporter une expertise, un service. Puis on passe aussi à un troisième modèle. Oui, donc en fait, la montée de la figure de l'intermédiaire, elle va de pair avec ce qu'on appelle la boucle de rétroaction. Donc ça, c'est pas de nous, hein, ça vient de Rufus Pollock, de l'Open Knowledge Foundation, qui parle de la montée en puissance et aussi de la nécessité de la montée en puissance des infomédiaries. Donc ces intermédiaires qui vont permettre du producteur au réalisateur de faciliter l'intégration de ces données, et sans lesquelles, à son sens, on n'est pas dans un écosystème, on est dans quelque chose d'extrêmement linéaire, et l'open data ne donnera pas ses promesses. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que grâce à cet intermédiaire, on a aussi un effet de retour, c'est-à-dire que le réutilisateur va reverser les données qu'il a nettoyées, enrichies, etc., vers le producteur et vers l'intermédiaire. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle plateforme de DataGouv, où quand je suis réutilisateur, j'ai la possibilité, moi aussi, de devenir finalement producteur. On a une hybridation de tous ces acteurs. Donc ensuite, le stock versus le flux. Donc là, ça va un peu dans la version matière première qu'on a vue avant. Nous, on part du constat que le stock, on n'a pas de valeur intrinsèque de la donnée dans un stock. On entend très souvent, encore en entreprise ou ailleurs, j'ai X giga-téra de données, qu'est-ce que je vais en faire? Je suis sûre que je suis assise sur une mine d'or ou une mine de diamant ou encore du pétrole. Comment je l'utilise? On a tendance à ne pas utiliser, et quand c'est inutilisé, on est dans une valeur qui est proche de zéro. Donc la valeur, elle va plutôt être dans le flux, dans l'échange, dans le partage, dans l'enrichissement et le croisement de ces données, et on n'a pas une valeur uniquement dans le stock. Alors, une des raisons pour laquelle la donnée n'a pas de valeur en soi, n'a pas de valeur intrinsèque,
c'est que la donnée est un bien non rival, un bien non compressible. C'est-à-dire si vous avez aujourd'hui un acteur supplémentaire qui arrive sur le marché et qui va consommer une donnée, ça ne va pas se traduire par la réduction d'une unité de données. Alors cette idée, c'est en opposition avec les biens rivaux qui sont compressibles, c'est-à-dire plus on les consomme, plus leur quantité va se réduire. Par exemple, si une pomme tombe d'un pommier et que je consomme cette pomme, eh bien il n'y aura plus de pommes. Tandis que si je consomme une donnée d'un data center, eh bien non seulement elle va encore exister, mais en plus elle va pouvoir être enrichie, évoluer avec le croisement qui sera fait avec d'autres données par exemple. Donc nous aujourd'hui pour l'exercice on a commencé à regarder et à recenser un certain nombre de modèles au niveau des intermédiaires et des producteurs. On ne fera pas les réutilisateurs parce que c'est un travail encyclopédique et d'ailleurs si certains d'entre vous sont intéressés pour travailler sur la question, c'est un groupe de travail qui reste ouvert et qui je pense durera longtemps. Donc sur la question des intermédiaires, on a 3 modèles dominants. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, mais on va dire que c'est les 3 grands modèles qui ressortent. Simplement un service payant. Donc je crée un service autour de la donnée qui a une valeur ajoutée, je vais faire payer ce service. Je ne vais pas forcément payer la donnée, hein. Je fais payer le service autour de la donnée, ça c'est très important comme nuance. Le service freemium qui va être un service par palier avec un niveau gratuit puis un niveau payant en fonction des fonctionnalités que je veux ajouter, du volume d'utilisation ou encore de services associés, par exemple la marque blanche, voilà, de customisation. Et ensuite la publicité, alors là qui est très très rare sur les intermédiaires, mais comme on en a vu certains, même si on ne sait pas s'ils en vivent, on voulait quand même ne pas l'exclure de la trilogie. Et ensuite on a 2 grands types de plateformes. On a des plateformes orientées producteurs de données, donc on va les voir ensuite, et des plateformes plutôt orientées réutilisateurs, donc développeurs. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a un modèle qui est assez dominant, qui est celui du freemium, et qui s'explique aussi par les réalités du web aujourd'hui. C'est un modèle où vous avez une première offre gratuite et une seconde offre payante, qui vous donne droit à plus de fonctionnalités, plus de capacités de stockage, par exemple, dans le cloud. Et si on peut faire une petite comparaison, finalement, le modèle freemium, c'est un peu comme les geisha, c'est-à-dire vous pouvez très bien bénéficier gratuitement de la compagnie d'une geisha, mais elle fera tout pour faire en sorte que vous désirez payer pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est un modèle finalement qui marche sur l'équilibre désir-restriction, c'est-à-dire le désir né de la restriction et de la volonté de payer pour avoir plus de fonctionnalités. Voilà. Ça aide à comprendre les choses. Merci. Bon, c'était un peu la métaphore gratuite, mais on en manquait. Donc dans les intermédiaires, on a recensé, on voulait juste parler d'un certain nombre d'exemples, dont un qui nous tient à cœur parce qu'on trouve le modèle intéressant, qui est Enigma.io. Donc en fait, ils ont commencé par faire du lobbying auprès des institutions américaines pour récupérer un certain nombre de données. Donc ça pouvait être les arrivées dans le port de New York, les obtentions de visas de travail et les salaires qui étaient liés à ces obtentions. C'est très très large. C'est vraiment, ils ont plus aujourd'hui de données que le gouvernement américain lui-même dans leur plateforme. Donc ils ont créé une ontologie autour de ces données pour pouvoir les rendre très facilement accessibles et cherchables en fait, trouvables. Donc c'est un peu leur ambition au départ, c'était un peu le Google de la donnée, disons. On se rend compte aujourd'hui qu'ils ont plusieurs types d'offres. Donc il y a une offre freemium qui est un accès gratuit pour des petits volumes. Puis après, quand on a besoin de support, de soutien technique, d'hébergement, là on va passer en mode payant. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, on est allé les voir il y a 2 semaines à New York, 2 jours, c'est pas 2 jours. Non, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, leur business model, certes, cette brique-là était le socle de leurs activités, ils en avaient besoin pour commencer, mais c'est un peu comme un cheval de Troie, c'est-à-dire que maintenant qu'ils ont cette brique-là, que le modèle ontologique a été développé, qu'ils ont cette masse de données, ils sont capables de fournir de la prestation de services extrêmement précise. Donc ils ont environ 30 data scientists qui travaillent comme des fous sur des verticales, donc ça peut être l'assurance, le pharmaceutique. Ils sont capables de faire des prédictions sur par exemple les bâtiments à risque, parce qu'ils ont agrégé toutes ces données. Et en fait, le cœur de leur activité aujourd'hui, il n'est pas sur la plateforme. Maintenant, la plateforme, elle existe toujours et elle leur rapporte certains revenus, elle est mise en place. Le cœur de leur activité, c'est vraiment de la prestation de services ciblés pour des industries ciblées et de services d'analytics, finalement. Si on peut passer, c'est les différents principes. Autre modèle, celui de Mapbox. Mapbox, pour résumer très rapidement, c'est un service qui vous permet de créer des cartes
avec toutes les ressources technologiques associées, des API, des fonctionnalités de personnalisation, customisation, de stockage. Et ce service est construit sur des données Open Data qui sont celles qui sont collectées par les contributeurs à travers le monde de OpenStreetMap. Donc on a un modèle dans lequel, là vous avez des exemples de réutilisation, alors beaucoup dans les médias, la startup Foursquare l'utilise par exemple, avec un modèle qui va utiliser comme matière première des données cartographiques brutes, qui, si on résume très schématiquement, sont des données qui sont composées d'un objet cartographié, de sa localisation et de différents mots-clés qui vont permettre de catégoriser cet objet. Et puis Mapbox propose un ensemble de services de cartographie, donc comme je disais tout à l'heure, de la customisation, des cartes hébergées dans le cloud si vous avez beaucoup de problématiques de montée en charge, des API, des kits de développement, un support dédié, garantie de service. Donc c'est véritablement le service qui est commercialisé, pas la donnée. Avec toujours le modèle freemium, c'est-à-dire une entrée avec un plan gratuit, et puis après vous payez les différents plans tarifés selon la visualisation que vous faites sur les API, le stockage, etc. Donc un modèle freemium classique basé sur des données Open Data. Autre exemple, Open Data Soft, avec qui on travaille sur le portail Open Data SNCF. C'est une plateforme qui permet deux choses. Alors, qui permet d'abord, pour celui qui produit des données, de pouvoir standardiser les formats de publication et pouvoir les publier ensuite de façon très ciblée. Et pour le réutilisateur, c'est un certain nombre d'outils, de ressources technologiques, la possibilité de faire de la visualisation et de consommer les données par téléchargement API. Donc, on est aussi sur un modèle qui va être intéressant en termes de services, d'hébergement, de montée de charge pour les producteurs de données. Et voilà également le modèle où là pour le coup on est sur un service exclusivement payant, sauf pour les projets à visée citoyenne ou on va dire sociale. Alors, il y a un sujet qui est assez intéressant, c'est la double licence, parce qu'on sait que c'est beaucoup appliqué dans l'open source et dans l'open data, on va dire que c'est un peu plus compliqué et du coup peut-être plus rare ou plus discutable. Donc Open Corporate, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up qui est incubée à l'Open Data Institute de Londres, qui est déjà une start-up un peu mature, et qui met à disposition des informations sur les entreprises. Donc ça peut servir à la fois les investisseurs, les futurs employés, etc. Ils ont un système en fait de double licence, c'est que l'accès à l'API est gratuit quand mon but est aussi de contribuer en retour à la communauté Open Data. Donc si je choisis ce qu'on appelle une licence share alike, donc de partage à l'identique, j'ai un modèle gratuit. Si je veux un modèle par contre qui me permette de faire tout ce que je veux avec ces données, de ne rien reverser et de rester dans un modèle commercial et propriétaire, je passe sur un modèle payant. Donc ils ont un modèle freemium, mais qui est lié à la finalité finalement des données et de ce qu'on veut en faire. Après, il y a eu des articles là-dessus aussi pour dire peut-être qu'on pourrait lier le modèle payant gratuit en fonction non pas de la finalité, mais aussi de la taille de l'entreprise. Par exemple, une start-up, est-ce qu'elle doit payer exactement le même montant qu'une énorme entreprise? On pense souvent à Google à chaque fois qu'on est sur ces sujets. Voilà. Donc, c'est des questions qui n'ont pas encore, je pense, toutes les réponses. Mais c'est des niveaux de palier, je pense, qui sont intéressants à retracer. Très rapidement, un modèle basé sur la publicité, une startup qui s'appelle Gov2QS et qui permet de centraliser toutes les données liées au débat législatif aux États-Unis. Vous pouvez faire des recherches par sujet, par parlement, si c'est le Parlement fédéral ou dans les divers États américains, faire un suivi au niveau des membres du Parlement. Le modèle est exclusivement gratuit, mais avec, et c'est clairement affirmé, un modèle basé sur la publicité. Donc la donnée, la consommation du service est gratuite, mais l'entreprise se rémunère, se finance avec de la publicité, des Google, publicité Google très basique. Donc on a vu ceux qui sont médiateurs pour faciliter la consommation des données. On va voir maintenant les producteurs, puisqu'on se rend compte avec ces modèles de boucle de rétroaction que très souvent, ceux qui produisent de la donnée peuvent aujourd'hui avoir, dans certains cas, des modèles économiques et dans d'autres cas, des modèles indirects qui vont leur permettre d'améliorer leur performance globale. Donc voilà, alors une question qu'on voit dans beaucoup de grands groupes, c'est pourquoi on fait de l'open data, il est où le retour sur investissement, finalement, à quoi ça sert d'en faire? Et c'est une question assez légitime dans des boîtes qui ont des sujets de compression sur les budgets, d'impératifs de performance économique, mais il faut voir que très souvent, le retour sur investissement, il ne va pas être direct, il va être basé sur
des sujets liés plus globalement à la transformation des grands groupes. Donc il faut voir sur le plus long terme, sortir des cadres habituels de réflexion économique dans les entreprises. Oui, donc c'est essentiellement la même idée, c'est de dire qu'on est peut-être dans une économie du feedback qui a jugé à un peu plus long terme. Alors après, je ne sais pas en fonction du schéma que vous nous avez montré, si on peut se dire que c'est 25 ans, 5 ans, il faudra peut-être qu'on détermine un jour ensemble ce que c'est pour pouvoir justement évaluer là où on en est. Mais en tout cas, voilà, c'est cette idée-là. Avec 3 modèles, alors il y a derrière des modèles détaillés, on pourrait travailler sur ce sujet, je pensais faire une thèse dans les prochaines années, mais on doit aussi gagner nos vies. On a un modèle qui est très orienté client, donc je vais capter du client, ou je vais retenir du client, je vais essayer de le fidéliser par de meilleurs services. On a un modèle qui est plutôt orienté données, je vais pouvoir co-créer de nouvelles données, améliorer des données que je mets à disposition qui sont certes pas parfaites. Et puis un modèle orienté plutôt performance, où on est là sur les objectifs un peu plus larges de transformation d'entreprise, de faire circuler la donnée entre des silos, etc. Alors, sur le premier modèle, l'idée c'est que quand on fait de l'open data, et c'est particulièrement vrai pour les opérateurs de transport, et on verra ce sujet avec Guillaume tout à l'heure de CanalTP, c'est que quand vous faites de l'open data, vous multipliez les canaux de diffusion de l'information, et en donnant la bonne information, vous attendez à ce que quelqu'un, au lieu de prendre la voiture, il va prendre le bus. Vous faites ce qu'on appelle le report modal, vous favorisez, vous essayez d'attirer de nouveaux clients, et surtout vous avez un effet qui est très indirect, c'est que vous améliorez la qualité du service. Alors il peut y avoir des enjeux d'image, de communication, mais surtout de l'open data dans le transport, c'est favoriser une meilleure diffusion de l'information et donc améliorer la qualité du service. Et c'est aussi un enjeu de modèle économique parce qu'un client satisfait, c'est aussi un client qui va être fidèle. Et c'est aussi très important pour les entreprises. Autre modèle qui est celui de la presse et plus particulièrement du Guardian. Alors on connaît tous les difficultés rencontrées par la presse, notamment en termes de perte de revenus. Le modèle numérique du Guardian est assez intelligent, c'est qu'ils se sont dit on a des ressources qui sont des articles, des photos, des contenus. On va mettre l'ensemble des contenus qui sont produits sur la version numérique du Guardian, Guardian.org, les distribuer sur une API qui s'appelle Open Platform et permettre à n'importe qui de réutiliser ces contenus journalistiques dans des applications. Donc on est dans un modèle qui va diffuser l'information. Et puis là où le Guardian a vraiment imaginé un business économique, c'est qu'il récupère éventuellement les créations qui sont faites au niveau des apps pour les réintégrer sur le site du Guardian. Donc ils co-créent des contenus, eux fournissent la matière première, des développeurs créent ce contenu. Un exemple, c'est un organisme touristique britannique qui a utilisé des données du Guardian pour alimenter une carte de lieu touristique, par exemple. S'il y a un château à visiter et que le Guardian avait fait un article sur le patrimoine de ce château, ça peut être une alimentation possible. Et le Guardian a réintégré cette carte interactive sur son site, ce qui lui permet de créer des contenus et surtout d'attirer de nouveaux clients, d'attirer du trafic intéressé par de nouveaux types de contenus. Vous avez un exemple voilà, une application sur l'environnement, sur le voyage, voilà, des exemples de réintégration de contenus co-créés qui sont faits sur le Guardian. Autre exemple, on revient sur la mobilité, où on est sur le sujet de la donnée plus spécifiquement, sur le réseau SNCF en Ile-de-France, et je crois que Christian de OpenStreetMap en parlera peut-être tout à l'heure, on cartographie des données qui sont liées aux équipements dans les gares, et on se rend compte que faire ce travail où on co-crée de la donnée qu'on reverse ensuite à l'Open Data sous la licence propre de OpenStreetMap, c'est aussi un gain très clairement économique pour un groupe, puisque ça représente beaucoup moins d'argent de cartographier ces données en le faisant dans des modèles contributifs. Vous avez un aperçu ici sur une gare de la façon dont ces données sont réexposées. Alors ça, c'est un modèle un peu hybride qui a été proposé par une entreprise d'assurance américaine qui s'appelle Aetna. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont milité auprès des institutions de santé pour faire sortir un certain nombre de données concernant les usages santé. Eux-mêmes ont mis à disposition leurs données, dont les plaintes consommateurs. Vraiment, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont fait une API qu'ils ont mis à disposition de développeurs. Alors, c'est un système que j'ai pas vu ailleurs et on verra si ça marche. Il se trouve qu'en fait, quand on est développeur, on fait partie du système d'affiliés. Donc, c'est un network d'affiliés CarePass. Quand on fait partie de ce network, on a accès à l'API gratuitement. On a des fonctionnalités assez robustes de cette API. Mais également, on reverse en contrepartie ces données d'usage.
Donc c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui un réseau d'applications tiers. Alors on a des applications, c'est très santé bien-être, donc ça va être le running, le sommeil, la nourriture. Et ces applications, en étant dans ce réseau, utilisent l'API et en même temps vont reverser leurs données d'usage anonymisées. Et ce qui fait que l'assureur, lui, est très content parce qu'il a une vision beaucoup plus large de son secteur et qu'à partir de ces données-là, il va pouvoir créer de nouvelles offres qui correspondent finalement aux besoins des gens. Donc c'est voilà, un modèle un peu rétroactif. Alors c'est pas de l'open data pur au sens où il y a un modèle free mais qui est vraiment très bas et qui est assez prohibitif. Mais on est dans un échange qui est relativement intéressant et c'est des modèles qu'on peut regarder de près. Ensuite, alors Nike, donc là on est plus dans un processus de transformation. Nike a ouvert d'abord pour ses concurrents toutes les données ou en tout cas une grande partie sur sa chaîne de fournisseurs, donc les matériaux, leur provenance, les usines qui les produisaient, etc. Vous connaissez tous un peu les scandales Nike, c'était il n'y a pas si longtemps finalement, donc il y avait clairement un enjeu de réputation, mais ils ne sont pas arrêtés là parce qu'en fait ils se sont dit que vraiment s'ils arrivaient à se mesurer sur cet enjeu-là, ils allaient se transformer. Donc ce n'était pas uniquement un enjeu d'image, on pourrait voir ça comme un joli vernis RSE, ils se sont dit que cette politique de responsabilité sociale de l'entreprise, elle pouvait être opérante aussi pour être meilleure. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé le Material Sustainability Index, qu'ils ont créé avec un tiers de confiance qui était neutre, qui est le lobby pour les équipementiers sur la durabilité. Donc ils ont pris ce lobby-là, ils l'ont créé avec lui. Et donc cet indice aujourd'hui qu'ils ont créé pour juger du caractère durable d'un matériel, c'est un indice qui a été imposé finalement à tous les équipementiers. Donc de manière très maligne, souvent, ils ont imposé un standard sur leur marché. C'est aussi un indice avec lequel ils se jugent face à leurs clients et face à leurs actionnaires pour traquer leur progrès. Donc ils disent en 2020, on doit être là en termes d'utilisation du coton, on ne sait rien. Et ils arrivent à traquer comme ça leur progrès. Et voilà, donc il y a une vraie opération aussi finalement de communication financière. Et au niveau des clients, ils ont développé, je crois que c'est la slide d'après. Non, c'est celle-ci en fait. Ils ont développé simplement un outil qui permet aux clients, et qui est aussi fait sur le même indice, donc on a un indice pour toutes les parties prenantes, qui permet aux clients de savoir en fonction de ses achats quelles vont être les consommations énergétiques, environnementales et finalement son impact sur l'environnement. Alors ensuite, détruire les poches de non-performance. Donc ça, c'est Mastodon-C, qui est une start-up qui travaille sur la big data en Angleterre, qui est aussi incubée à l'Open Data Institute à Londres, et qui a travaillé en fait sur une classe de médicaments précises, qui étaient les médicaments pour lutter contre le cholestérol. Ils ont pris toutes les données du ministère de la Santé qui leur avait transmises, et à partir de ça, ils ont déterminé que si les médecins prescrivaient des génériques, on aurait une économie de 200, je crois que c'était un peu plus de 200 millions de pounds par an. Donc voilà, et ce type là on est dans le secteur public, mais on peut aussi penser que ce type d'économie doit pouvoir se trouver dans nombreuses entreprises. Donc là on n'est pas sur un modèle de génération de revenus, on est sur un modèle en creux, comme vous en avez parlé, plutôt d'optimisation et de suppression de revenus et de valeurs qui sont mal allouées finalement. Autre sujet lié à la performance, c'est celle des systèmes d'information. On se rend compte que les systèmes d'information sont très fermés sur eux-mêmes, cloisonnés en lien avec différentes directions métiers d'une entreprise, et que s'engager dans une démarche d'open data, c'est aussi penser à une gouvernance des données, une meilleure circulation en interne des données. Côté SNCF, on s'en rend compte déjà, c'est que sur un certain nombre de données, en faisant de l'open data, on permet à ce qu'elles circulent mieux en interne et à revoir la façon dont est organisé le système d'information. Plus largement sur les sujets liés à la performance, on se rend compte que le potentiel réel de l'open data, il ne va pas résider dans la valeur économique qu'il crée, ou pas seulement en tout cas, mais surtout dans la destruction de vieux modèles organisationnels, la construction de modèles dits plus horizontaux, avec des enjeux de performance et de réduction des coûts assez importants.
C'est en tout cas un idéal sur lequel beaucoup d'organisations cherchent à aller. Alors si on résume l'ensemble des choses qu'on a présentées maintenant, premier point, l'économie des plateformes, elle brouille les modèles, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois producteur de données, consommateur, transformer des données, donc on n'a pas un modèle figé dans le rôle qui est celui de chacun. Donc le deuxième point, c'est la donnée est bien gratuite, et c'est le service qui est construit autour de la donnée qui est payant. Je crois que c'est le directeur marketing d'Itna, qui est quand même une entreprise d'assurance américaine, donc il n'y a rien à voir avec de la philanthropie, qui disait on ne fait pas de compétitivité autour des données, c'est bien sur les services ajoutés qu'on va construire à partir d'elles qu'on va vraiment se battre. Ensuite, oui, il y avait ROI versus Test and Learn. Bon, c'est toujours la question de l'amélioration continue sur le long terme, je pense qu'on l'a beaucoup dit, mais c'est aussi la difficile mesure de l'impact non financier. Donc il y a plein d'études qui sont lancées pour pouvoir trouver une manière de mesurer les choses de manière différente sur des retombées qui sont monétaires et non monétaires. Donc c'est des grands chantiers qui sont en cours, et voilà, on attend aussi les résultats de certaines de ces études pour pouvoir clairement montrer l'impact et montrer qu'on n'est pas dans un sous-ROI, au contraire, on est dans un ROI+, j'espère, et qu'on n'est pas uniquement dans la monétisation. Et puis enfin sur l'open data et la transformation des organisations, alors on ne va pas dire que l'open data va être le seul élément pour transformer les organisations, mais que c'est un élément parmi d'autres pour susciter une prise de conscience de cette nécessaire transformation. On le voit surtout sur la question, comme j'évoquais juste avant, des systèmes d'information, avec l'idée de savoir le non-changement, finalement, n'a-t-il pas un coût ? Dans ce cas-là, l'open data accompagne ces processus de transformation. Il y a aujourd'hui une donnée qui est souvent calculée dans les DSI, c'est on a un vieux système d'information qui a été monté il y a 20-30 ans, qui n'a pas beaucoup évolué depuis, en tout cas pour son noyau. Combien par ligne de code de notre système d'information ça coûte en termes de perte économique de performance ? C'est aussi une question que l'open data, en tout cas moi je le vois dans la DSI SNCF, alimente. Voilà, merci à tous.